Bonjour à tous, je vous transmets d'ores et déjà, avant le cours de demain, cette deuxième capsule qui devrait être un peu plus courte, en tout cas je vais essayer euh, que la première. Alors on commence déjà maintenant avec cette seconde capsule, cette deuxième capsule, véritablement avec le corps du sujet. Je voulais vous poser en fait la question suivante, en fait, qui est est-ce que face aux changements considérables que nous vivons, est-ce qu'il faut repenser la manière dont le droit se conçoit et s'applique? Et là-dessus, pour ceux qui me connaissent, je cite très régulièrement un auteur décédé en juin 2019, Michel Serres, que j'aime beaucoup, un homme qui était délicieux, un historien des sciences, avec une formation d'ingénieur au départ, qui en 2007, et c'était une lecture, enfin une audition que vous aviez pour ce cours-là, a fait une conférence remarquable d'1 heure où il exprime clairement que dès lors que le couplage support-message change, alors dans nos situations, tout change. Et donc le droit, lui aussi, est sujet à une innovation importante. Et peut-être que, comme encore une fois, pour reprendre son expression, nous ne mesurons pas la nouveauté extraordinaire des temps dans lesquels nous vivons. Donc véritablement, il y a une révolution des faits. Ces faits, et puis sans aucune volonté d'être exhaustif, ça se voit déjà dans l'économie. L'économie qui est bouleversée par le numérique. On voit ces 4 entreprises qui composent le GAFA qui maintenant ont une proportion totalement délirante en fait du marché actuel. On le voit alors à une moindre échelle, mais comment Uber, par exemple, une technologie de mise à disposition d'informations va changer complètement la manière dont l'économie du travail s'opère. Donc c'est un exemple parmi d'autres pour illustrer cette révolution. Révolution évidemment des technologies, on le voit avec les médias sociaux qui ont complètement modifié jusqu'à potentiellement la manière dont les élections se passent, avec notamment des obligations maintenant beaucoup plus fortes qu'avant, on le verra dans le cours sur les plateformes, en termes d'imputabilité de ces plateformes-là. Révolution de la culture, et sur la révolution de la culture, je voudrais référer à un vieux texte de 2001, mais qui, à mon avis, est tout à fait pertinent, qui montre en fait que, dépendamment de l'âge, la perception des technologies est différente, avec possiblement des perceptions quant aux risques ou quant aux avantages qui peuvent varier d'une génération à une autre. Alors tout cet élément factuel très vitement, très rapidement présenté nous amène à notre domaine, le droit, et savoir si on peut être sujet à une certaine forme de révolution. Et ça, c'est une vieille question. Au tout début d'Internet, 1996, il y a déjà eu un débat entre Estabrook et Lessig. Estabrook et Lessig qui se sont en fait positionnés respectivement sur la nécessité en fait de changer le droit. Alors Estabrook était un juge, on le reverra d'ailleurs, qui a notamment rendu une décision en matière de contrat de licence numérique particulièrement important en 1996, et Estabrook lui est plutôt un penchant sur lequel euh, on n'a jamais eu à modifier le droit a une capacité d'adaptation, pardon, et cette capacité d'adaptation va pouvoir de la même manière s'exercer en ce qui concerne le numérique. Et il prend l'exemple du droit des chevaux où il explique en fait que c'est pas parce que on avait des modalités en ce qui concernait les courses de chevaux, la vente de bétail, même voir les droits des animaux, que forcément il fallait avoir un droit spécifique et que les principes généraux étaient susceptibles de s'appliquer à une situation aussi nouvelle soit-elle. Donc sur la base des principes généraux susceptibles de s'appliquer. Alors Lessig avait une position sur ce point-là qui était contraire, et notamment, lui, sa perception, c'était de dire, écoutez, il y a des limites au droit. Le droit est assujetti en fait à une concurrence de modes de régulation des activités et des comportements humains, et avec le numérique,
Ben, il y a toujours eu effectivement quatre formes, il identifie quatre formes de régulation. Il y a évidemment le droit, il y a évidemment les, les normes sociales, il y a le marché, et il y a aussi ce qu'il appelle le code, l'architecture, qui a toujours eu un effet régulateur sur le comportement des humains. Il prend d'ailleurs un exemple d'une ville du Sud qui était mal à l'aise avec les premières décisions de la Cour suprême au début des années 60 contre la ségrégation entre les Blancs et les Noirs. Et pour perpétuer cette, cette ségrégation-là, eh ben, ils ont trouvé, non pas le droit était plus possible, mais ils ont, dans le social était plus possible, le marché ne s'appliquait pas. Donc, ils ont imposé l'architecture, en l'occurrence, une sorte de d'échangeur routier dont l'unique fonction n'était pas de fluidifier le trafic, mais de s'assurer qu'un quartier blanc ne puisse pas trop communiquer avec un quartier noir. Donc de tout temps, selon les sigles, l'architecture a été un moyen de contrôler les comportements, et cette architecture doit être sous le contrôle du droit, et ce contrôle du droit est particulièrement difficile dans le domaine du numérique, c'est un élément de spécificité parce qu'il est opaque. On l'a vu cet été notamment avec toutes les questions sur Amazon notamment, dont on ne sait pas exactement quels sont les algorithmes. Google, c'est la même chose, quels sont les algorithmes, comment les algorithmes fonctionnent. Il y a une opacité liée à l'utilisation de ces algorithmes de recherche qui font qu'il y a des situations de concurrence qui sont susceptibles de se présenter avec des méga entreprises comme celle-ci. Donc ça, c'est un premier exemple où on nous invite peut-être à repenser la manière dont le droit est et le droit s'applique. Une autre hypothèse, un peu plus récente cette fois-ci, puis je l'ai identifiée à 2015, mais c'est pas exactement là. Ben, c'est peut-être 2015, c'est l'année où le blockchain a commencé à être un petit peu à la mode. En fait, cette technologie-là, sur laquelle je ne veux pas rentrer en détail, mais cette technologie-là est souvent un moyen de s'exonérer d'intermédiaires de confiance, comme par exemple les banques ou l'administration d'une manière générale. Donc on utilise une technologie qui est foncièrement basée sur la notion et sur l'outil que constitue le chiffrement, dont je pourrais vous parler demain mardi. Et cette technique du blockchain est souvent préconisée par certains comme étant l'outil qui va révolutionner la manière dont le droit est et la manière dont le droit s'applique. Alors dans un texte que nous avons finalisé l'an dernier, un très court texte dont je vais vous mettre une version Word en ligne, j'étais un peu sceptique par rapport à cette capacité révolutionnaire de cette technologie-là, et ce pour 7 raisons principales que j'identifie nommément dans ce court texte. La première, c'est que la blockchain n'est pas neutre. Et quand on décide de choisir cette solution-là, ben forcément, il y a des éléments qui changent, il y a des éléments de perte, il y a des éléments de gain aussi, mais il y a aussi des éléments de perte qu'il faut véritablement mesurer. Également, la blockchain présente un certain nombre d'éléments de complexité qui font que l'adhésion sociale est loin d'être évidente. Toujours sur la blockchain, je crois qu'il y a à certains égards une sécurité qui en certains cas est peut-être surévaluée. Oui, c'est un outil qui en certains cas peut-être est sûr, mais dans d'autres, pas forcément. Autre point qui correspond un petit peu à cette approche un peu globale que le droit requiert, il faut savoir que notamment pour tout ce qui est blockchain public, dans l'état des technologies, ça requiert énormément de ressources écologiques. Et énormément, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des fermes de blockchain qui se font en Québec, parce que l'énergie est assez bon marché par rapport à d'autres parties du monde. Et ben, il faut quand même savoir qu'il y a des enjeux écologiques énormes qui sont associés à cette technologie-là. Également, et dans le texte sans développer, je montre en fait qu'il y a des encadrements juridiques qui sont parfois déficients, et on l'a vu notamment avec un Canadien qui était à la tête l'an dernier
de Bitcoin et qui est décédé, et avec lui, supposément, le mot de passe, il est parti avec son mot de passe, sa veuve n'avait pas de mot de passe, et donc il y a une totale incapacité d'accéder à la structure en cause. Donc, sur le plan économique, c'est la même chose. Sur le rôle applicatif, là encore, il y a des enjeux qui demandent à être spécifiés. Et le troisième et dernier exemple sur comment on peut repenser le droit, là encore, c'est un exemple tout à fait contemporain, en 2020, où je voulais tenter de vous montrer en fait que on a eu ce même débat ce printemps et cet été sur les applications de traçage sanitaire. Je reviendrai demain durant le cours. Mais c'est intéressant, et puis je vous réfère ici à un court billet que j'ai écrit en juin dernier, suite à la décision du gouvernement de ne pas suivre une application qui a été développée par le MILA, organisme de recherche ici situé à l'Université de Montréal. Le gouvernement n'a pas décidé de le suivre, notamment parce qu'il y a eu tout un débat sur lequel je ne remets pas du tout en cause tous les éléments, mais il y a eu tout un débat visant à remettre en cause les avantages d'une telle technologie. D'ailleurs, à cet égard-là, il y a une commission parlementaire à la mi-août, le 12 et 13 août de mémoire, où plusieurs experts sont venus pour présenter certains doutes relativement à de telles applications. Alors, personnellement, et puis c'est un point de vue qui est sans doute pas partagé par la majorité des chercheurs, mais relativement à cette application Covid, puis je vous invite à lire ce billet, j'ai trouvé l'application a priori intéressante, même si je ne voulais surtout pas me commettre sur l'efficacité. Je la trouvais très sécuritaire. Et je trouvais intéressant parce que, en fait, avec une telle situation pandémique, on a généralisé une sorte, ce que j'appelle une délégation scientifique, c'est-à-dire qu'on fait confiance à la science et aux développeurs. Et au Québec, en fait, on a eu très vite une suspicion assez généralisée sur cet outil en disant, mon Dieu, soit ça ne servait à rien, ce qui est tout à fait possible, soit les enjeux sécuritaires en termes de vie privée sont grands. Et en fait, moi, j'ai effectivement beaucoup de doutes sur l'efficacité, mais j'en ai beaucoup moins, par contre, en termes de vie privée, où je crois que les risques étaient excessivement contrôlés, excessivement minimes. Mais plus relié au droit, je trouve que c'était intéressant de voir comment, alors dans une situation d'urgence, cet outil a donné lieu à un débat public avec des chercheurs, avec des gens du domaine politique. Il y a eu un débat public sur une telle application, et à mon avis c'est faux de dire qu'il y a eu une absence de débat public. Et également, on a beaucoup reproché à cette application le fait qu'il n'y avait pas de contrôle. Or, encore une fois, c'est à mon avis pas à cause de l'application en tant que telle, mais plus du système juridique en tant que tel, qui a une capacité de réaction qui m'apparaissait très faible. En tout cas, pas mal plus faible que celle qui a eu lieu en Europe, dans certains pays comme la France, par exemple, où la CNIL, très rapidement, a remis en moins d'un mois 3 différents avis, tant sur les principes généraux, tant sur le décret d'application, notamment d'une application équivalente. On disait aussi que cette application ne dispose pas de modalités quant au contrôle interne, ce qui était faux. Il y avait une vraie politique qui a été développée. Alors, le problème, c'est que le contrôle interne, et j'y reviendrai durant toute la session, donne lieu à peu de contrôle par la loi. C'est-à-dire qu'on a peu, dans l'état actuel du droit, on a peu d'obligations en termes de documentation interne. Alors ça devrait changer avec un futur projet de loi en matière de vie privée dont on va parler cet automne. Et à cause de ces faux reproches, me semble-t-il, contre cette application, qu'est-ce qui est arrivé? On a mis de l'avant une solution qui a été développée par Stopify notamment, avec le concours de Apple et Google,
avec un système qui était, à mon avis, beaucoup moins efficace, utilisant beaucoup moins de données, mais étant aussi beaucoup moins efficace. Et c'est cette application dont notamment le gouvernement fédéral incitait à appliquer, incité à application, et dont le gouvernement provincial s'interroge sur sa pertinence ou pas. Et peut-être en forme de conclusion, je vous montrer que dans le cadre d'une telle application, où il y a effectivement un débat juridique qui existe, je crois aussi qu'il y a le droit, c'est aussi affaire d'institution, et à mon avis, ça peut fonctionner à condition qu'on s'assure qu'il y a une institution derrière, notamment gouvernementale ou paragouvernementale, qui puisse appliquer et qui puisse contrôler que de tels outils proposés par de telles organisations fonctionnent véritablement. Alors voilà, en très peu de temps et ce début, cette vidéo en fait qui va servir de discussion à notre cours de demain, invitation Zoom que je vous ai adressée, 13h. Voilà, alors au plaisir de vous voir demain pour ce début de session. Bien à vous.